Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui ne tourne pas qu'autour du foot, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitule « Pile, la Fed perd, face, elle ne gagne pas ». Mais comme c'est vendredi, nous allons commencer par un petit tour d'horizon boursier pour constater que le CAC 40, tout l'Eurostoxx 50 recule de moins 3,5%. Bon, comme la semaine dernière, on avait repris plus de 4%. Quelque part, on est revenu à la case départ, et avec parfois d'ailleurs des alertes à la baisse assez sérieuses, comme on a pu les observer sur Peugeot, qui a enfoncé ses planchers du 11 février dernier, et même de la fin septembre. Même chose pour Renault, que l'on a vu enfoncer les 66,20, qui tentent de sauver le support. Mais voilà, tout ce qui se passe entre ce matin et 14h30 pourra se trouver invalidé avec la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors après le piètre score du mois de mai, certains attribuent ça à la grève chez Verizon, à des biais statistiques, etc. On espère un net rebond, 175 000 créations au mois de juin. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un mois plutôt propice parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui partent faire des jobs d'été, notamment dans l'hôtellerie, restauration et les bars, naturellement, puisque toutes les terrasses sont ouvertes. Mais bon, les États-Unis ont créé en 7 ans 2 millions de postes de barmen et ont détruit à peu près autant d'emplois industriels. Et franchement, la paye d'un ouvrier du secteur automobile est quand même largement supérieure à celle d'un garçon de café rémunéré à moitié par les pourboires. Je referme la parenthèse pour maintenant aborder les stratégies de la Fed. Ben oui, cet après-midi, si on a 175 000, voire 200 000, alors à ce moment-là, la Fed pourrait essayer de remettre les marchés dans l'état d'esprit d'une hausse de taux, alors peut-être à la fin de l'été. Quoique avant les élections, ça serait plutôt malvenu, mais bon, en tout cas, essayer de dire que la possibilité reste ouverte pour la fin de l'année, alors que quand on regarde les fameux dot plots, les anticipations du marché des membres de la Fed, c'est carrément fin 2007, voire début 2018. Autrement dit, on ne parle plus de hausse de taux avant les calendes grecques. Donc si la Fed durcit le ton et dit que vous voyez, regardez, c'était un accident au mois de mai, finalement l'économie américaine elle est robuste, tout va bien, etc. Eh bien, une hausse de taux, ça menace naturellement le fragile équilibre des marchés financiers et de Wall Street. Ce n'est qu'un véritable château de cartes qui ne tient qu'à coup de share buyback, c'est-à-dire de rachat de titres et autres expédients comptables. Mais si la Fed, cet après-midi, découvre des chiffres médiocres, allez, on va dire 150 000 créations d'emplois seulement, un taux de chômage qui, au lieu de descendre à 4,8, remonterait à 5, eh bien, elle expliquerait qu'elle a bien fait de passer son tour au mois de juin. Elle le passera naturellement au mois de juillet. Et on sera de nouveau donc dans la perspective d'une hausse de taux un jour. Ce qui signifie que l'économie américaine ne va pas très bien. Et à ce moment-là, comment est-ce que Wall Street peut se maintenir au zénith avec un S&P qui hier encore s'envolait au-delà des 2100 avant de terminer en légère baisse? Comment Wall Street peut-il tenir sur ces niveaux, rester en lévitation? Autrement dit donc, où la Fed monte les taux et ça renchérit toutes les stratégies à effet de levier puisqu'il faudra payer plus cher la ressource pour tenir les positions, ou alors la Fed constate que l'économie ne va pas si bien et à ce moment-là, bien, Wall Street devrait consolider. Mais ça sera certainement la dernière place à le faire, parce que vous l'avez vu ces dernières semaines, chaque fois qu'il y a un risque de consolidation à Wall Street, eh bien, les Sherpas viennent vendre en Europe, en France, Espagne, Italie, et même en Allemagne.
D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la Deutsche Bank aujourd'hui inscrit un nouveau plancher historique absolu à 11,22 €. Ça représente une baisse de très exactement moins 50% depuis le 1er janvier. Mais bon, comme le dit le PDG de Deutsche Bank, M. Krian, il n'y a pas besoin d'augmentation de capital, tout va très bien. Reprenez la communication de Lehman Brothers au cours de l'été 2008 et vous avez à peu près le duplicata de ce que nous propose aujourd'hui Deutsche Bank. Nous sommes donc maintenant confrontés à un ça passe ou ça casse avec les chiffres du chômage aujourd'hui. Et nous vous l'avons donc démontré, soit pile la Fed perd, soit face elle ne gagne pas. Et nous avons un scénario baissier moyen terme en perspective sur les actions. Comment employer ces liquidités si on ne veut pas les mettre sur les marchés actions? Eh bien, nous en revenons naturellement à notre conseil d'acheter de l'or physique. Alors, maintenant qu'on a franchi les 1350, c'est évidemment moins avantageux. Nous étions très, très chauds pour ce genre de stratégie autour de 1200, voire un petit peu en dessous. À 1350, malheureusement, si on achète, c'est que vraiment, on a des objectifs très, très élevés. Mais pour que l'or décolle réellement, il va falloir naturellement un nouveau catalyseur, un signe noir. Donc pour l'instant, on se laisse porter jusqu'à 1400 $. C'est le premier objectif. Et ensuite, si ça revient, eh bien, on verra si on trouve une opportunité pour renforcer. En tout cas, si vous voulez vous convaincre que c'est vraiment la bonne stratégie, eh bien, lisez le nouveau livre de Jim Ricard, Le plaidoyer pour l'or. Et eh bien, Carmignac a également renforcé ses positions en valeurs orifères. Donc, on peut penser quand même qu'il y a quelques personnes qui savent raisonner et qui achètent de l'or, et ce n'est pas comme ça une petite idée frileuse héritée d'un autre siècle.